Mesdames et messieurs, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Merci à tous, candidats, proches, membres du barreau, membres du tribunal, magistrats, fonctionnaires, d'assister à ce concours d'éloquence qui, malheureusement, les années précédentes a été quelque peu malmenée par le Covid, mais nous n'avons pas manqué, dès que l'occasion s'est présentée, de l'organiser à nouveau en collaboration avec l'université et l'ordre du barreau de Bourges. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé. Tout d'abord, les étudiants de 2e et 3e année de licence de l'université de l'antenne du droit de Bourges, et également tous leurs coachs qui ont, pendant plusieurs heures, donné de leur temps pour vous accompagner et vous préparer à cet exercice. Alors, je citerai très rapidement Maître Lamour, Maître de Borghi, Maître Jamet, Monsieur Graviou, avocat général, Monsieur Benad Chiaya, président de chambre. Et j'espère que vous avez tous participé avec beaucoup d'intensité à ces moments de préparation. Et nous allons voir aujourd'hui l'aboutissement de ces efforts. Alors, je vais vous présenter le jury qui va aujourd'hui avoir la rude et difficile mission de sélectionner les meilleurs d'entre vous. Donc, dans le jury, nous avons la présence de Madame Marie-Christine Tarard, procureure générale, Monsieur Dominique Lacroix, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bourges, Maître Valérie Jamet-Morel, avocat, Maître Salé, avocat, Monsieur Dominique Messinéo, que vous connaissez très bien, directeur de l'antenne de droit de Bourges, Monsieur Nicolas Oppé, professeur de droit public, et Madame Sandy Lacroix-Dessouza, maître de conférence en droit privé. Mais nous avons surtout l'honneur de recevoir un président d'honneur en la personne de Monsieur Jean-Christophe Ruffin. Monsieur Ruffin, je vous remercie vraiment chaleureusement d'avoir accepté de remplir cette mission de président d'honneur du concours d'éloquence organisé par la Cour d'appel de Bourges. Vous êtes un enfant du pays. Nos jeunes étudiants vous connaissent comme un écrivain reconnu qui a reçu de prestigieux prix, dont je ne compte pas 2 prix Goncourt, ce qui déjà est de nature à les impressionner fortement sur la qualité et la nature de l'expression qu'ils vont utiliser. Mais je les invite à lire également en totalité votre biographie, afin de découvrir votre vie consacrée à la médecine, la neurochirurgie notamment, mais aussi aux très nombreuses actions et missions humanitaires que vous avez menées à travers le monde entier, et surtout dans des pays extrêmement défavorisés et difficiles, avec Médecins sans frontières, avec Action contre la faim, avec la Croix-Rouge, des missions qui vous ont souvent exposé même sur le plan vital. Vous n'avez pas hésité à mettre votre vie en danger pour aller au secours de ceux qui souffrent de la faim et de la tyrannie dans certains pays. Vous avez également une carrière ministérielle, diplomatique, vous avez été ambassadeur, une vie riche de multiples expériences consacrées au service des autres, sans limite, sans frontières, qui a inspiré votre œuvre et qui, j'espère, vous inspirera, car la vie est une chose belle, il faut la vivre à fond, il faut vivre ses passions. Pour l'instant, la vôtre, c'est le droit, c'est l'équité. Et vous verrez, peut-être en lisant ce parcours, que l'on peut l'expérimenter de tellement de façons pour pouvoir aller jusqu'au bout de ses rêves, de ses croyances. Alors, Monsieur Ruffin, vous avez devant vous de jeunes étudiants de 2e et 3e année, comme je le disais, qui se destinent aux professions
judiciaire, peut-être un peu flou encore pour l'instant pour certains d'entre eux. Et je suis sûre qu'ils sont extrêmement impressionnés aujourd'hui de devoir s'exprimer pour la première fois en public, devant leurs proches, devant leurs professeurs, devant la cour, dans ce lieu solennel, et devant une personnalité comme la vôtre. C'est un moment de leur vie qu'ils n'oublieront jamais, mais je pense pouvoir leur assurer qu'ils recevront de votre part, comme de tous les membres du jury, une écoute bienveillante, pédagogique, constructive. En toute modestie, vous avez accepté d'être présent aujourd'hui et je ne doute pas que vous avez, avant de leur donner la parole, un message à leur faire passer. Merci Madame la Première Présidente, Madame la Procureure Générale, Mesdames et Messieurs. D'abord, c'est très émouvant pour moi parce que je suis en effet un enfant de cette ville, de Bourges, et je vous avouerai, un aveu, c'est que c'est la première fois que j'entre dans ce tribunal. Alors c'est bon signe, c'est bon signe. Et je préfère y entrer pour présider un jury comme celui-là que, évidemment, dans des circonstances plus tragiques. Voilà, juste un mot, parce que c'est vous qui devez parler, et pas moi, ni même nous. Juste un mot pour vous dire combien la notion d'éloquence est importante. On dit souvent que les textes sont en train de disparaître, que les gens ne lisent plus, etc. Moi, je ne crois pas à ça. Je pense que même avec les écrans, même avec Internet, etc., le texte reste présent. Mais c'est vrai, ce qui disparaît, peut-être à cause de la télévision, c'est l'éloquence, c'est-à-dire la manière de s'exprimer devant les autres, devant un jury aujourd'hui, mais ça peut être n'importe quelle circonstance publique, dans lesquelles il s'agit de faire vivre un texte. Le texte est une chose, le texte d'une certaine manière c'est mort, c'est quelque chose qu'on peut lire en silence. L'éloquence, ça consiste à faire passer ce texte dans la vie, à lui donner vie, et à faire en sorte que ce que vous dites ne soit plus justement un alignement de mots et de lettres, mais quelque chose qui vient de vous, qui vient de votre conviction et qui emporte la conviction justement des autres. Donc le texte, lorsqu'il devient éloquence, il se charge d'émotion, il se charge de conviction, il se charge de vérité d'une certaine façon. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est très important, au-delà de la maîtrise j'allais dire, physique du texte lui-même, de l'écriture et de la lecture, c'est très important d'arriver à lui donner cette ampleur. Et l'éloquence, c'est aussi l'adéquation du texte avec un lieu. On ne parle pas de la même manière dans une salle de café et dans une salle d'audience. On ne parle pas devant 400 personnes comme on parle devant 20 personnes. Chaque lieu suppose sa forme d'éloquence particulière. Et donc, vous exercez à ça, et vous mesurez à ça, vous mesurez dans l'absolu, et vous mesurez entre vous. C'est effectivement quelque chose de très utile, et je suis très très heureux et très honoré surtout de participer aujourd'hui à ce concours sur ce thème. Alors, là, il va falloir me guider parce que je ne suis pas du tout familier du monde judiciaire, mais je vais faire très scrupuleusement ce qu'on m'a dit. Donc, pour le premier groupe, je vais donner la parole donc, à la partie civile. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je suis Anaïs Joly, avocate de la famille Pierrepont. Tout d'abord, je vais vous remettre des documents sur lesquels nous nous appuyons lors de nos plaidoiries. Je vous écoute. Comme le disait Albert Camus, il est dur de ne pas se souvenir, de ne pas pouvoir se souvenir. Claudie Pierrepont est une mamie, comme nous en avons tous connu, vu ou imaginé. Une mamie douce et attentionnée. Attentionnée, elle l'est aussi envers ses légumes et ses tomates, à qui elle prend le temps de sourire pour les faire rougir. Ces tomates,
Elle les arrose tous les jours avec l'eau de son jardin. Une eau pure qu'elle a coutume de puiser depuis des années dans la Voiselle. Cette eau, qui est le secret de sa gloire culinaire, deviendra instrument d'un cauchemar perpétuel. Car le 12 novembre 2017, tout bascule pour cette famille. Âgée de 63 ans seulement, Claudie Pierrepont décède après de longues semaines d'atroces souffrances. Mais que s'est-il passé? D'abord, les enfants apprennent qu'un produit toxique et illégal a été déversé dans la Voiselle, l'acrylonitrile. Mesdames et messieurs, pourquoi personne n'a été mis au courant? Ensuite, ils apprennent que ce produit s'est répandu à grande vitesse, entraînant sécheresse et dégâts sur son chemin. Puis, les enfants apprennent que ce produit cause des troubles irrémédiables aux appareils respiratoires. Étrange, Claudie Pierrepont est décédée des mêmes symptômes. Chaque bouchée de ces tomates, ou plutôt devrais-je dire de ce produit, condamne à petit feu Claudie Pierrepont. Des analyses post-mortem ne manqueront pas de prouver ce lien de causalité entre le décès et le produit. En effet, il n'est évacué que partiellement par l'urine et reste dans les organes qu'il contamine, comme le démontre l'étude de 2017. Bien sûr, les analyses des professionnels n'ont pas pu déceler la présence de ce produit dans la Voiselle. Elles ont été réalisées bien trop tard. Mais des analyses ont pu être réalisées dans les cuves de Madame Pierrepont. Elles ont décelé la présence de ce produit, comme par hasard interdit en France et impropre à la consommation. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, ce produit a été répandu dans la Voiselle et a tué Madame Pierrepont par la faute de 3 protagonistes. Ils sont aujourd'hui assis sur le banc des accusés, des prévenus. Mes confrères ne peuvent pas en démentir, malgré leur mauvaise foi avérée, ils l'ont confirmé dans leurs écrits. En effet, ce produit a été répandu par l'accident d'un camion aux manœuvres douteuses. Par la protection de leurs propres intérêts, ces 3 prévenus ont choisi de mettre en danger non pas une vie, mais celle de tous les êtres vivants en contact avec l'eau. Alors que tout le monde sait que l'eau est essentielle à la vie, n'est-ce pas? Ma consoeur, Maître Mahut, saura vous énumérer les nombreuses fautes et dissimulations dolosives du conducteur, M. Vega, du gérant de la société, M. Mouchefrein, et de l'industriel, M. Struffec. À juste titre, nous, avocates de la famille Pierrepont, nous demandons réparation du préjudice subi par la famille de Claudie Pierrepont. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, est-ce acceptable de décéder à seulement 63 ans? Pour nous, en tout cas, avocates, ça ne l'est pas. Et encore moins des suites de 3 longs et douloureux cancers causés par des fruits et légumes. Depuis quand est-ce dangereux de cultiver sa propre nourriture? Le danger, en réalité, ne vient pas de la nourriture, mais de l'eau, contaminée par les 3 prévenus. D'impardonnables fautes ont été successivement commises par chacun d'entre eux, causant la mort de l'attentionnée Claudie Pierrepont. Tout d'abord, jamais M. Mouchefrein n'aurait dû accepter de livrer cette substance. Premièrement, parce qu'il n'avait pas de cuve en bon état pour la livrer. Deuxièmement, parce qu'aucun de ses chauffeurs habituels et qualifiés n'était présent. Résultat, il n'a pas hésité à confier la livraison à un chauffeur totalement inexpérimenté. L'argent étant sa priorité,
Monsieur Mouchefrein décide alors, avec Monsieur Struffec, de ne pas renseigner la nature exacte du produit sur des documents prévus à cet effet. Mais il pousse en réalité la malveillance plus loin, car non seulement il ne révèle pas la nature exacte, mais en réalité, il préfère mentir sur celle-ci, indiquant qu'il ne s'agit que d'un simple liquide pour cigarette électronique. Il est donc parfaitement établi que Monsieur Mouchefrein, pour de simples profits, préfère mettre en danger autrui. Monsieur Mouchefrein gagne donc l'argent promis par Monsieur Struffec plus rapidement. Son coprévenu, Monsieur Struffec, est tout aussi cupide, car lui n'hésite pas à vouloir faire un usage illégal de cette substance. L'acrylonitrile est un produit utilisé industriellement dans la fabrication de textiles. Ce n'est en revanche pas du tout l'usage que voulait en faire Monsieur Struffec. Lui voulait s'en servir de pesticide. Or, l'acrylonitrile n'est plus utilisé comme pesticide en France depuis 1965 en raison de sa toxicité. Toxicité qui est avérée et prouvée, comme nous pouvons le voir dans l'accident ferroviaire de Belgique en 2013, ou encore l'accident maritime entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas le 27 mai 1988. Par ailleurs, ce produit est classé 2B sur l'échelle du Centre international de recherche sur le cancer, le rendant donc potentiellement cancérigène. Mais alors pourquoi utiliser un produit au mépris de la santé d'autrui? On peut alors supposer que le but initial de M. Struffec, dans toute sa cruauté, était d'empoisonner toutes les personnes ayant consommé les cultures ayant reçu de l'acrylonitrile. M. Struffec se soucie-t-il de la vie humaine? Combien de personnes auraient perdu leurs proches dans cet accident? Combien de personnes seraient parties civiles aujourd'hui? Cet accident n'est pas dû à la fatalité. Il est également la conséquence des nombreuses erreurs commises par M. Vega, le conducteur du poids lourd. Un camion-citerne fait en moyenne 19,5 tonnes. M. Vega prend la décision d'entrer dans la ville de Bourges, qui, elle, est strictement interdite aux camions en transit de plus de 7,5 tonnes. Et par-dessus le marché, il s'engage dans la rue Édouard Vaillant, qui, elle, est limitée au poids lourd de plus de 3,5 tonnes. Il dépasse donc de plus de 5 fois le poids maximal autorisé dans la rue et sur le pont au moment de son passage. Pour couronner le tout, M. Vega roule en excès de vitesse, soit à 50 km/h au lieu de 30 km/h. On peut donc remarquer un certain nombre de négligences de la part de M. Vega. Mais comme si cela ne suffisait pas, il décide de quitter la route des yeux pour consulter son téléphone. Alors que son attention devait être maximale, car cette rue peut être qualifiée de piétonne. En effet, cette rue est étroite, les trottoirs sont larges et la vitesse est limitée. Son attention devait être maximale, ce qui n'était pas le cas. Après l'accident, M. Mouchefrein et M. Struffec, appelés sur les lieux, au lieu de confesser leurs mensonges, décident en réalité de les poursuivre, tout en connaissant les conséquences. Certes, la responsabilité de chacun des protagonistes est indirecte, car ils concourent séparément à la réalisation du dommage. Mais il est quand même possible de remarquer une certaine malveillance de la part de chacun des trois prévenus, qui devraient d'ailleurs s'estimer heureux de n'être poursuivis que pour homicide involontaire, car on aurait pu les accuser d'empoisonnement. Les prévenus essaieront donc sûrement de rejeter la faute sur feu Claudie Pierpont, prétendant qu'elle avait des prédispositions pour contracter un cancer. Il est donc utile de préciser que sans élément déclencheur, il est presque impossible de contracter non pas un, mais 3 cancers. Madame Pierpont a en effet guéri d'un cancer. Mais lorsque l'on guérit d'un cancer, un certificat de rémission nous est remis, ce qui signifie donc qu'elle était totalement et parfaitement remise et n'avait pas plus de risque que vous et moi de déclencher un cancer. Par ailleurs, Claudie Pierpont n'a commis aucune faute en puisant l'eau de la Voiselle. Tout le monde sait que c'est une coutume pour les personnes de puiser de l'eau à la source la plus proche afin d'arroser les fruits et légumes du jardin. De plus,
en dépit des fortes chaleurs de l'été 2017. Aucune interdiction d'arroser les jardins ou de puiser de l'eau dans la Voiselle n'avait été émise par la préfecture. Non, Claudie Pierrepont n'a commis aucune faute. Et il est particulièrement insultant pour sa famille que les 3 prévenus ici présents osent prétendre le contraire. C'est donc à juste titre que ma consoeur, maître Timothéo, va vous énoncer les préjudices et indemnisations auxquels nous pouvons légitimement prétendre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, vous l'avez compris, Madame Claudie Pierrepont était une femme courageuse, une grand-mère en bonne santé, qui avait une seconde chance de pouvoir vivre pleinement et profiter de sa famille. Nous sommes tous ici, sans elle. Pourquoi ses proches sont à la peine? Pourquoi sa famille la pleure aujourd'hui? Claudie Pierrepont a vu sa vie écourtée par une mort tragique. On lui a volé sa seconde chance. Une femme pleine de joie de vivre, qui ne gagnera pas cette fois contre la maladie. Car elle va décéder. Elle va laisser derrière elle son fils unique, 33 ans, Roger, et ses petits-enfants, Laura, 19 ans, Lola, 14 ans, Théo, 10 ans. Cette mère et grand-mère qui avait l'opportunité de vivre pleinement aura souffert toute la fin de sa vie. Hospitalisation, analyse, chimiothérapie, radiothérapie, nombreux médicaments et doit encore subir des traitements extrêmement douloureux. Non pas du fait d'une rechute accidentelle, mais à cause d'une substance assassine, interdite, déversée dans la Voiselle. Et cela à ses propres frais et aux frais de ses ayants droit. Une femme qui retrouve le goût de la vie doit toutefois dire adieu à ses proches plutôt que prévu. Cette femme indépendante, autonome, a souffert de perdre son autonomie et se retrouver assistée et n'a pu profiter de son fils unique et de ses petits-enfants. Alors, sa famille, ce sont eux aussi les victimes. Roger et ses enfants qui ont passé tous ces moments difficiles auprès d'elle. Aucun parent n'aime voir ses proches malades, encore moins le voir dépérir et mourir à petit feu. Roger Pierrepont a déjà failli perdre sa mère. Mais il avait la chance de pouvoir vivre avec elle encore. Mais, à cause de cette substance déversée dans la Voiselle, Roger a perdu cette chance d'être auprès de sa mère. Il savait que sa mère allait mourir un jour, mais de vieillesse, apaisée, sans souffrance, en dormant, et non à cause de ces cancers agressifs créés par ce produit. Une mère a été enlevée à son fils, une grand-mère à ses enfants, à ses petits-enfants. Famille meurtrie dans la tristesse, dans la douleur. Cette mort aurait pu être évitée si les prévenus ou l'un d'entre eux avait eu un peu d'humanité. De plus, tous ont consommé la cryonitrine, ce poison. Le manque, l'inquiétude reste présente. Pour Roger Pierrepont qui doit s'inquiéter non seulement pour sa santé, mais pour la santé de ses enfants, la santé de son épouse, mais également la tristesse de perdre sa mère, ainsi que tous les dommages économiques créés par cette perte. Voilà pourquoi vous déclarerez les prévenus responsables du préjudice subi par Claudie Pierrepont. Vous les condamnerez solidairement à indemniser chaque préjudice d'affection du membre de cette famille. Nous sollicitons également le remboursement des frais médicaux et des frais d'obsèques qui n'auraient pas lieu sans l'incident. Bien évidemment, nous demandons aussi un dédommagement au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale relatif aux frais d'avocat, car cette famille, elle avait tout à fait le droit d'être représentée aujourd'hui. Le plus important pour cette famille,
Vous retrouverez toutes ces demandes chiffrées dans nos écritures. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important pour cette famille, c'est que tous les prévenus soient condamnés. Que tous soient déclarés coupables, afin de permettre à cette famille de pouvoir se relever, de faire leur deuil, et que votre juridiction le rappelle par votre décision quel est le prix de la vie. Merci. Alors, merci. Donc la parole est au représentant de l'association. Contrairement aux chasseurs, qui, eux, ne sont pas des lapins, les pollueurs, eux, sont des ordures, écrivait Philippe Lévy. Monsieur le Président, Madame la Première Présidente, Mesdames, Messieurs, comment peut-on empoisonner ce à quoi on doit la vie? Je me tiens devant vous aujourd'hui pour défendre les intérêts de l'Association de la protection des marais de la Voiselle et du Val d'Isère. Il s'agit d'une association créée depuis 1971, ayant pour objet la sauvegarde d'un paysage pittoresque susceptible de disparaître par l'urbanisation, dont mon client, M. Malfos, en est le président. 135. 135, c'est le nombre d'hectares sur lesquels s'étendent les marais de Bourges. Ces derniers sont cultivés par un grand nombre de berruyers qui animent et embellissent avec passion ce lieu magique. Mesdames, Messieurs, l'environnement mondial va mal. Il est urgent de prendre conscience de notre inconscience sur l'état de la planète, écrivait l'agroécologiste Pierre Rabhi. C'est à cause d'inconsciences collectives, comme celles pour lesquelles nous sommes présents aujourd'hui, que malheureusement, il y a une accentuation du dépérissement de l'environnement. En effet, des risques ont été pris inutilement. Un délai urgent, un manque d'information, de prudence, de sécurité sont la raison de ma venue face à vous et de la colère de nos clients. N'oublions pas les manœuvres frauduleuses et les mensonges, bien évidemment. Mes confrères me reprochent donc de ne pas être recevable dans cette affaire. Mais excusez-moi, cela m'a abasourdi. Rappelez-moi où est-ce que la marchandise a été déversée dans son entièreté? Quelle est la raison pour laquelle des poissons se sont retrouvés morts? Quelle est la raison aggravante du dépérissement de l'environnement? Si je ne m'abuse, je pense que mon client est lié et est totalement en droit de demander à constituer partie civile aujourd'hui. En effet, M. Malfos a bel et bien intérêt à agir, puisque des dommages ont été causés dans les marais à la suite de l'accident. Outre cela, j'aimerais vous parler de l'intervention des secours. Il s'agit des premiers appelés en cas de pollution d'un cours d'eau. Certes, ils se sont rendus sur place, ont demandé les documents, ainsi que la nature exacte du produit. Mais ont-ils vraiment respecté la procédure à suivre? Le verdict est sans appel. Non. Ils auraient dû appeler l'Office français de la biodiversité, qui est la police de l'eau, ainsi que leur cellule mobile d'intervention chimique et radiologique. C'est le président de l'association, au lendemain du drame, qui a pris l'initiative de prélever l'eau des marais afin de procéder à des analyses toxicologiques. Bien évidemment, je n'ai pas besoin de vous rappeler que le président de l'association n'est pas expert, ou même il ne fait pas partie d'une entreprise spécialisée en la matière. Monsieur Malfos a donc fait ce prélèvement dans le doute, l'urgence. En sa qualité donc de président, Monsieur Malfos, mon client, pensait faire une bonne action. Personne, je dis bien personne, ne l'avait mis au courant de comment prélever l'eau, et plus particulièrement que le prélèvement de l'eau superficielle devait absolument être évité. En conséquence,
donc de cette analyse, qui s'est révélée, certes, sans aucune source de pollution notable, mes confrères, ici présents, aimeraient vous faire croire que le dépérissement, la mort des poissons, l'accident sont une simple coïncidence. Soyons réalistes, je le rappelle, un produit dangereux pour l'homme, l'environnement et les milieux aquatiques a été déversé dans les marais. L'origine du dépérissement de la faune et de la flore est, je dirais, plutôt incertaine et non inconnue. Là est toute la différence, puisqu'il est possible que les analyses réalisées le 20 avril 2017 soient fausses. Sortons-nous pas justement d'une période où nous en avons fait les frais avec la Covid-19? J'aimerais présenter un complément de la pièce à conviction 1, mesdames et messieurs, où il est stipulé l'intégralité des statuts de l'association et plus particulièrement son objet social. Alors, article 2. L'association a pour but d'œuvrer avec les pouvoirs publics pour une gestion durable des marais classés de Bourges et la défense de leurs usagers. Soucieuse de la sauvegarde et de la protection du site, elle organise des actions pédagogiques en direction du public et de ses membres. Cela me paraît clair, tout est dit, rien n'est à ajouter. C'est il y a plus de 5 ans maintenant que le drame s'est produit. Les accusés, qu'on pourrait qualifier d'empoisonneurs des marais, ont commis un nombre incalculable de fautes. J'irais même jusqu'à dire qu'ils ont eu un comportement de voyous. Des centaines de vies humaines, animales, végétales ont été mises en danger à la cause des manigances et de la mauvaise foi de M. Struffet, M. Vega et M. Moucherin, sans aucune honte ou culpabilité de leur part. Je relèverai par ailleurs leur inconscience professionnelle, que ce soit sur le fait d'engager un transporteur qui a uniquement fait des transports sans risque, que ce soit sur l'utilisation du téléphone au volant, que ce soit sur la vitesse trop excessive pour un camion citerne sortant d'une zone limitée à 30 km/h, que ce soit sur le manque de formalisme, ou même que ce soit sur la dissimulation de la nature exacte du produit. L'accord pour le transport des marchandises dangereuses par la route, autrement appelé l'ADR, a été violé de toutes pièces. Mais ce n'est pas tout. Le pire, je dis bien le pire, c'est que ce monsieur Vega a décidé d'emprunter les routes du centre-ville, alors qu'il est totalement interdit, je dis bien totalement interdit, de circuler de jour comme de nuit dans la traversée de la ville de Bourges. Ces hommes sont tous autant qu'ils sont responsables de l'accident survenu le 19 avril 2017 et des dommages causés. Je vais maintenant laisser la parole à ma consoeur, qui vous expliquera les nombreux préjudices que l'association a subis à la suite de ces différentes irresponsabilités. Je vous remercie. Il m'appartient de vous annoncer que les poumons verts de notre ville n'ont pas subi un, mais plusieurs préjudices impactant l'environnement, mais aussi nous, les usagers. La pollution provoquée par M. Moucherin, M. Struffet et M. Vega a engendré des pertes colossales pour la ville de Bourges par la mise en place de mesures conservatoires. Monsieur le Président, Madame la Première Présidente, Mesdames et Messieurs, je souhaite vous transmettre un premier devis pour l'intervention d'experts avec le matériel nécessaire à la dépollution. Le devis que je viens de vous transmettre est éloquent. L'intervention des experts pour constater la pollution
représente la somme de 15 450 €. S'ajoute à cela l'ensemble du matériel pour détecter le produit. Cette première étape dans le processus de dépollution s'élève à 21 786 €. Afin d'étayer mes propos, je vous propose en complément un second devis qui mentionne les fournitures et les opérations nécessaires à la gestion du produit dangereux. J'attire votre attention sur ce devis. Les fournitures sont nombreuses. 3 stations de pompage, 6 barrages flottants, 20 sacs de granulés absorbants, mais également des réceptacles pour stocker le produit dangereux. La somme de ce matériel est de 16 128 €. Mais la dépense ne s'arrête pas là. Une fois le polluant contenu dans le réceptacle, il faut le transporter, le trier, le stocker et le traiter. Cet ensemble d'interventions coûte 17 250 €. Cette seconde étape représente la dépense de 40 053 €. Rendez-vous compte, Monsieur le Président, Madame la Première Présidente, Mesdames et Messieurs, au regard de ces deux devis extrêmement clairs, que la dépollution représente un coût de 61 839 €. Oui, 61 839 €, somme directement déduite du budget de la municipalité. Cette dépense imputable à la ville de Bourges n'était pas prévue. Elle résulte des intérêts d'un client dont le seul but était de propager des pesticides. Oui, des pesticides dans la nature, la nôtre, celle de nos enfants et de nos petits-enfants. Je vais vous demander, Monsieur le Président, Madame la Première Présidente, Mesdames et Messieurs, de vous souvenir d'une affaire extrêmement médiatisée qui s'est déroulée le long de nos côtes bretonnes, celui du naufrage du pétrolier Total, l'Erika. Dans cette affaire, 400 km de littoral ont été dégradés. 150 000 oiseaux sont morts suite au déversement de pétrole dans la mer. Cet hydrocarbure a détruit une partie de la faune et de la flore terrestre, mais également sous-marine. Le tribunal correctionnel de Paris condamne Total à 192 millions d'euros d'indemnisation aux parties civiles au titre des dommages et intérêts, dont 13 millions pour préjudice écologique. Ne voyez-vous pas des éléments de comparaison avec notre affaire? Dans ces deux accidents, la nature a été blessée. Des écosystèmes ont été bouleversés. Il faut réparer les atteintes subies. En matière d'environnement, il n'y a pas de petites causes. Elles sont toutes importantes. Malgré le naufrage de l'Erika, nous n'avons toujours pas compris la leçon, celle de protéger l'environnement. Au regard de la situation, j'aimerais vous énoncer que l'OCDE a instauré en 1972 le principe du pollueur-payeur. Les pollueurs, en l'espèce M. Moucherin, M. Struffec et M. Vega, ont l'obligation de supporter les coûts engendrés par la pollution, résultant de leur propre activité, mais également le coût des mesures pour éliminer cette pollution et réparer les différents préjudices. Sur le fondement de ce principe, les pollueurs doivent éviter de causer des dommages environnementaux du fait qu'ils sont tenus pour responsables de toute pollution générée. En l'espèce, il est clair que ces 3 personnes n'ont aucunement respecté ce principe. En plus du préjudice écologique, qui est majeur, la pollution a engendré un préjudice moral envers les usagers. Souvenez-vous, en 2003, nos marais ont été classés sur la liste des monuments naturels et des sites, entraînant une activité touristique pour les verrouillers et les autres visiteurs. Cependant, les marais sont un écrin de verdure. Il faut les préserver, bien plus que les promouvoir.
Il est nécessaire de faire du tourisme responsable afin de protéger l'environnement. L'association met à disposition des barques afin de se promener dans les marais tout en respectant la biodiversité. Mais, Monsieur le Président, Madame la Première Présidente, Mesdames et Messieurs, soyons lucides. Comment voulez-vous faire visiter des marais avec les stations de pompage, les barrages flottants, qui bloquent toute pollution, toute circulation, et qui, permettez-moi de vous le dire, caractérisent un préjudice visuel. En visitant les marais, de nombreux touristes s'arrêtent pour manger au restaurant. Le Kawaki et la Coursière sont deux restaurants qui présentent un panorama sur la verdure appréciable tout au long de l'année. Je voudrais ajouter que les restaurants s'approvisionnent directement en fruits et légumes cultivés au sein de nos marais afin de respecter un développement économique local et de respecter les liens directs entre les producteurs et les consommateurs. Mais la pollution remet en cause tout cet équilibre. Comme l'acrylonitrile est un produit inodore, incolore et par conséquent indécelable pour l'homme, il est clair que les maraîchers ne se sont pas doutés de la dangerosité du produit. Il faut constater des catastrophes comme celles présentes dans nos marais pour réaliser que l'environnement est un bien fragile dont il faut en prendre soin. Je laisse maintenant la parole à mon confrère. Je vous remercie. Quand allons-nous tirer sur la sonnette d'alarme et nous rendre compte du monde que nous laissons à nos enfants? Vous savez, la semaine passée, un orque a été retrouvé mort dans la Seine. À titre indicatif, je vous le rappelle, un orque est censé vivre dans les eaux les plus profondes, rarement proches de nos côtes. Cela démontre l'urgence et l'impact du dérèglement climatique causé notamment par les industriels. Durant le confinement, des dauphins ont été localisés au Vieux-Port à Marseille, montrant encore une fois que la nature est encore plus vivante là où l'homme ne l'est pas. Par conséquent, l'homme se doit d'être le gardien de la nature et non le propriétaire. Hélas, l'homme est devenu encombrant à l'égard de cette dernière. Ce qui est passé est mort. On ne peut pas changer l'histoire. On ne choisit pas le passé, mais on crée notre avenir, ensemble. Plus particulièrement, celui de nos maris. Le genou à terre, le regard vers les cieux. Aujourd'hui tout va mal, demain tout ira mieux. La nature a des droits autant que nous. Elle n'a juste pas la capacité de l'exprimer, ce que je fais aujourd'hui devant vous. Aujourd'hui, je suis la voix d'un environnement dépourvu d'expression, souffrant dans le silence des dégâts causés par autrui. Je suis la voix qui vous fait part des souffrances de nos marais. Je suis la voix qui veut que les marais de la Voiselle et du Val-d'Yèvre ne soient plus en position de victime, ni dans le présent, ni dans le futur. Malheureusement, on se rend compte des choses qui comptent vraiment pour nous que quand on nous les arrache. Pensons à notre avenir, à nos générations futures, à nos enfants, à la nature. Préservons-la pour le bien de tous. Je ne vous l'apprends pas, mais aujourd'hui nous vivons dans une société individualiste, dans laquelle les industriels ne pensent qu'à faire des dividendes au détriment de la nature. Et cela par l'usage de produits dangereux. Mais ces produits dangereux ne font pas la large publicité. Mais qui a eu l'idée de vendre de tels produits dangereux? Qui est le véritable responsable de tout ce drame causé à la suite de cet accident? Afin d'étayer mes propos, et selon une étude publiée le 18 mai 2022 par The Lancet, 9 millions de personnes sont mortes chaque année à cause de la pollution dans le monde. Vous vous rendez compte? Soit plus d'un décès sur 6 dans le monde. L'homme n'a aucune prise de conscience sur ce qui l'entoure. Et à votre avis, pourquoi? M. Struffec, ici présent, avait l'intention d'utiliser de l'acrylonitrile. Certes, il n'a pas commis cette infraction, mais montre très bien son envie d'entreprendre un comportement malveillant, irresponsable et irrespectueux. M. Vega, quant à lui, a suivi un trajet habituel dans le transport de marchandises dépourvues de dangerosité. Cela démontre bien qu'il était inexpérimenté en la matière. Si ce dernier était expérimenté, il aurait suivi consigne de son employeur.
mon constat sera clair. M. Struffec, en faisant l'impasse sur des produits dangereux, vendrait moins, et donc ferait moins de chiffre d'affaires. Et cela, bien sûr, sans se soucier une seule seconde de la nature. C'est triste, et ce qui intéresse l'homme, ce n'est que l'argent, et d'avoir un compte bancaire bien rempli. L'association de mon client M. Malfos a effectué des devis, afin de réparer les préjudices causés, que mes consoeurs ont pu préciter précédemment. Le constat est clair, les sommes sont très importantes, synonyme d'un préjudice très important. Un préjudice évalué en moyenne entre 25 et 60 000 euros. S'ajoute à cela, en vertu de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, un montant de 8 000 euros relatif au remboursement des frais d'avocat. En tant que représentant des intérêts de l'association, il était convenu avec M. Malfos d'une demande d'indemnisation totale pour les divers préjudices subis à hauteur de 70 000 euros. Si ce montant paraît exorbitant, cela s'explique par le fait que mon client ne souhaite pas uniquement réparer le préjudice subi, mais vise à entreprendre une démarche permettant de sensibiliser les citoyens berruis, et donc, par cet intermédiaire, de favoriser la prise de conscience collective et de lutter contre la société individualiste. C'est pour cela que je me tiens face à vous aujourd'hui, car j'aimerais en appeler à votre bon sens, à votre humanité, car vous avez entre vos mains l'avenir de notre environnement, de nos marais berruis. Merci de votre attention. Merci. La parole maintenant est au groupe représentant le ministère public. Monsieur le Président, Madame la Première Présidente, Mesdames, Messieurs, comme disait un célèbre auteur, il faut rendre à sa terre sa respiration. L'eau, l'espèce humaine, ruisselle sur les continents comme un déluge. Elle recouvre toutes les autres formes de vie. En 2002, il y avait plus de personnes mourantes des eaux insalubres que toute autre forme de violence, y compris la guerre. Selon l'OMS, 3,4 millions de personnes décèdent de la pollution aquatique. Parmi ces 3,4 millions de personnes, compte dorénavant une nouvelle victime, Madame Claudie Pierpont. Je répète, Madame Claudie Pierpont. Madame Pierpont avait des antécédents de santé, certes, mais était en bonne santé avant l'accident. Le 19 avril 2017, un produit chimique, l'acrylonitrile, se déverse dans la rivière et dans les marais de Bourges. À partir de cet instant, l'état de santé de Madame Claudie Pierpont s'est détérioré. À ce jour, on ne peut pas nier qu'il n'y ait eu aucune coïncidence et conséquence liées à ce tragique incident. En effet, Madame Pierpont, utilisant cette eau pour arroser ses légumes, a forcément ingéré le produit chimique. Mesdames, Messieurs, des analyses toxicologiques ont été faites. Aucun argument ne peut contrer la science. Comme disait François Mauriac, n'importe qui sait proférer des paroles menteuses. Les mensonges du corps exigent une autre science. Au-delà du cas qui nous est soumis aujourd'hui, cet incident aurait pu être collectif et non pas causer la mort d'une personne, mais de plusieurs. Tout acte a sa conséquence. Auriez-vous pu, en toute connaissance de cause, laisser un produit se déverser et compromettre la vie de vos proches, et plus généralement 63 000 personnes? Je ne pense pas. Toute personne est responsable, volontairement ou involontairement. Falsification, non-formalisation, détournement, inconscience, est-ce compatible avec le droit à la vie? Une femme est morte. Mesdames, Messieurs, la vie d'une personne a été ôtée. En ce 1er juin, nous nous tenons devant vous pour rendre la justice. Le Code pénal le précise, article 441-1, constitue un faux, toute altercation frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée, qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve du droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Les auteurs de l'infraction, M. Mouchefrin et M. Struffel, ont bien commis cet acte, dissimulant la vérité et propageant de fausses informations. Et c'est de cet acte que découle tout le cheminement de l'incident. Et même si Madame Claudie Pierpont n'avait pas été fragile, la toxicité du produit justifie pour autant cet acte? Je laisse la parole à mes collègues et vous remercie de votre attention.
Aujourd'hui, dans cette cour, nous avons 3 acteurs. Chacun s'étant rendu coupable de plusieurs infractions ayant concouru à la mort d'une femme. Mesdames et messieurs, chaque détail de cette affaire compte. Laissez-moi vous remémorer les faits. Tout débute le 18 avril 2017. M. Marc Mouchefrin, gérant d'une SARL spécialisée dans le transport de marchandises liquides, inflammables et dangereuses, reçoit une commande. Hélas, son entreprise est au plus bas financièrement et fait face à une pénurie de personnel. M. Mouchefrin est alors contraint de faire appel à son unique chauffeur, M. Vega, qui était habituellement restreint au transport de marchandises non dangereuses. Jusque-là, me direz-vous, rien d'anormal. C'est pourtant à partir de maintenant que les choses s'apprêtent à prendre la tournure que nous lui connaissons et qui nous amène ici aujourd'hui dans cette cour pour demander justice pour la mort d'une femme. La suite va vous surprendre. M. Mouchefrin charge alors son jeune chauffeur d'effectuer la livraison. Toutefois, il fait l'étrange choix de falsifier les documents de transport, n'informant donc pas de la dangerosité du produit à son chauffeur comme il aurait dû le faire, préférant lui faire croire qu'il ne s'agissait que d'un produit inoffensif comme à l'accoutumée. C'est à cet instant que notre troisième acteur entre en jeu. En effet, l'industriel M. Strufek a aidé M. Mouchefrin à établir un faux document concernant la nature du produit. La question qui nous vient directement est pourquoi M. Mouchefrin a-t-il agi de la sorte? S'agissait-il d'un acte désespéré afin de sauver son entreprise? Ou alors, s'agissait-il d'une manœuvre dont il avait l'habitude d'user avec l'industriel M. Strufek? Quoi qu'il en soit, nous tenons ici nos premières infractions. M. Vega prend alors la route le 19 avril 2017. Durant son trajet, il enfreint d'une part la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses en empruntant des routes non adaptées, et d'autre part en prenant le soin de garder son téléphone portable à portée de main. Il est clair que M. Vega est quelque peu inconscient des risques. Cela est certainement dû à son jeune âge. Malheureusement, la jeunesse n'excuse pas tout. Cet ensemble va alors mener au terrible accident de la Boiselle. Cet accident, ce camion-citerne dont le contenu hautement toxique se déverse dans la rivière, causant la pollution de la faune, de la flore et plus tard, la mort de Mme Pierpont. Le Code de l'environnement, son article 216-6, établit le délit de pollution comme étant le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, ou indirectement ou indirectement une des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages sur la faune ou la flore. La France est sans doute le pays du monde où le débat écologique est le plus mou. C'est sans doute ce qui devrait expliquer pourquoi ni le préfet, ni le maire, pourtant compétents en matière de pollution de l'eau, n'ont pris les mesures nécessaires afin de prévenir des effets de cette catastrophe sur l'environnement ainsi que sur la population. Soit, nous n'allons pas les blâmer plus que nécessaire. Effectivement, c'est sans nul doute que ces mesures auraient été prises si nos deux précédents acteurs n'avaient pas menti une fois de plus sur la véritable nature du produit qui s'est déversé lors de cet accident. Oui, mesdames et messieurs, M. Mouchefrin et M. Strufek, ayant connaissance de la véritable nature du produit et de sa dangerosité pour l'environnement ainsi que pour la santé humaine, ont fait le choix délibéré de présenter les documents falsifiés qu'ils avaient eux-mêmes constitués. Ces fautes lourdes qu'ils ont commises sont directement liées à la mort de Mme Pierpont. S'ils n'avaient pas fait le choix de mentir une fois de plus, cette tragédie aurait pu être évitée. Il ne s'agit plus ici de jeunes personnes inconscientes,
Non. M. Mouchefrin et M. Stroufek sont des professionnels. Ils avaient conscience de leurs agissements. Je conçois que le but recherché n'était pas de causer la mort d'autrui. Hélas, les actes ont des conséquences. Et ces conséquences sont celles que nous connaissons. L'article 221-6 du Code pénal constitue l'homicide involontaire comme étant le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d'autrui. Mesdames et messieurs les jurés, les faits sont là. Il vous revient maintenant la tâche d'administrer la justice et de punir de la manière la plus juste les coupables afin qu'ils ne viennent point à l'esprit d'autres personnes d'agir comme ils l'ont fait. Je vous remercie et je laisse maintenant la parole à ma collègue. Mesdames, Messieurs, nous avons une lourde responsabilité sur nos épaules. Une responsabilité qui participe à la cohésion sociale, car nous avons le devoir d'apporter une réponse rapide et nécessaire face aux situations qui perturbent le fonctionnement normal de la société. C'est le cas de cette affaire. La sécurité de nos concitoyens a été mise en jeu. Notre sécurité a été mise en jeu. Dans ce dossier, nous avons relevé les conséquences dramatiques de ces infractions ayant concouru indirectement à la mort d'une femme. Une vie a été brisée. Une famille entière a été brisée. En tirant notamment les conséquences de ce qui a été précédemment dit, la responsabilité pénale des trois prévenus peut être engagée. Et les personnes qui semblent avoir la plus lourde responsabilité dans cette affaire sont bien sûr M. Mouchefrin et M. Stroufek. En sa qualité d'employeur, M. Mouchefrin a manqué à une obligation particulière de prudence et de sécurité envers son employeur, tel qu'il est prévu à l'article 4121-1 du Code du travail. En ayant falsifié les documents et n'informant pas son salarié de la dangerosité du produit et de la nature véridique du produit, a donc contribué indirectement à la réalisation de ce dommage. Cet acte, commis en étroite collaboration avec M. Stroufek, co-auteur de l'infraction, n'a aucune justification. Aucune. Il s'agit d'actes inconscients. On ne parle pas de négligence ou d'imprudence. Comment pouvait-il prendre le risque d'entraver à la sécurité en ayant des comportements aussi déraisonnables? Comment? En ce qui concerne M. Degas, il a, avec toute sa conscience, dérogé aux règles du Code de la route et aux différentes réglementations liées au transport de marchandises dangereuses, qui sont imposées pour la sécurité de tous les usagers, laquelle ne peut se confondre avec la simple faute de prudence ou de négligence. Les co-auteurs des infractions précitées sont donc responsables et coupables de cet homicide. Nous retiendrons donc les délits d'homicide involontaire et de pollution à l'encontre de l'ensemble des prévenus, ainsi que les délits de faux et usage de faux à l'encontre de M. Mouchefrin et M. Stroufek. Nous tenons à vous rappeler que l'homicide involontaire, réprimé à l'article 221-6 du Code pénal, prévoit une peine de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 €, aggravée dans le cas d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité. La peine peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende. En ce qui concerne le délit de pollution, la sanction prévue est de 2 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Enfin, le faux et l'usage de faux sont punis de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. À la suite de l'examen des personnalités des 3 prévenus, nous avons relevé que les 3 protagonistes sont inconnus de la justice.
Leur casier judiciaire est en néant. De plus, les interrogatoires et enquêtes de leur parcours professionnel et personnel ne permettent pas d'ajouter des éléments à charge supplémentaires au dossier. En outre, l'examen psychologique obligatoire ne révèle aucun trouble psychologique particulier au moment des faits. Ils n'étaient pas atteints d'un trouble psychique ou neuropsychique de nature à altérer ou à abolir le contrôle de leurs actes, ce qui, bien sûr, dans l'ensemble, rentre en compte dans l'évaluation de la peine. Ayant évalué la gravité des faits et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, j'ai l'honneur de demander à la Cour de les déclarer coupables et de condamner M. Struffet, M. Mouchefrin, l'un comme l'autre, car leurs responsabilités se révèlent identiques, à une peine d'1 an d'emprisonnement avec sursis et 1 000 € d'amende à titre d'avertissement suffisamment sévère pour éviter toute réitération. Nous demandons également à la Cour de condamner M. Végal à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 € d'amende. Tel qu'il est énoncé à l'article 130-1 du Code pénal, qui nous dit bien que l'objectif du droit pénal est de protéger la société, on veut, en privant de liberté l'auteur de l'infraction, le faire réfléchir sur son comportement, pour éviter une quelconque récidive, mais également restaurer l'équilibre social. Dans cette affaire, nous parlons d'un drame également partagé, des deux côtés. De celui de la victime qui a perdu un être cher, mais également de la personne qui va se retrouver à porter ce poids de culpabilité d'avoir ôté la vie d'une personne sans en avoir, bien sûr, l'intention de la donner. Le résultat est là. Finalement, le fait pour les auteurs d'homicide involontaire de se retrouver confrontés à la souffrance de la famille de la victime, ainsi qu'à la justice, sont des moyens d'accepter ce que l'on a fait. En ce sens, il serait souhaitable de proposer une mesure de justice restaurative afin de répondre aux répercussions et conséquences sociales qui surgissent. C'est pourquoi nous proposons l'établissement d'un dialogue entre les deux parties afin de les aider à se reconstruire et à se responsabiliser. Cette rencontre sera l'occasion pour les participants d'exprimer leurs attentes, leurs besoins ainsi que leurs ressentis. Pour ce faire, cette mesure prévue à l'article 10-1 du Code de procédure pénale devra répondre à plusieurs conditions, dont la reconnaissance des faits, l'information des participants et leur consentement express pour participer. La présence obligatoire d'un tiers indépendant est formé sur ces mesures, le contrôle de l'autorité judiciaire ainsi que la confidentialité des échanges. En vous remerciant de votre attention. Merci. Je donne maintenant la parole aux représentants de la défense. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mon client, M. Mouchefrin, est le dirigeant de la société Fludelux 18. Suite à l'accident qui a lieu au bord de la Voisette, aujourd'hui, il est accusé de plusieurs infractions, chacune plus infondée que l'autre. Pollution, faux et usage de faux, et même homicide involontaire. Je tiens à retracer devant vous la succession d'épreuves qu'a enduré mon client. Ces derniers ont poussé un honnête dirigeant à procéder au traitement précipité d'une commande. M. Mouchefrin, à la tête de la société, a agi depuis le départ dans le seul et unique intérêt de la société qu'il dirige. Aujourd'hui, sa responsabilité est mise en cause pour des actions qui n'ont en aucun cas été effectuées dans son intérêt personnel. Tout d'abord, la société Fludelux 18 a été confrontée à de graves difficultés de trésorerie. Ces difficultés ont contraint M. Mouchefrin à se séparer d'une partie de son personnel. Au cœur de cette détresse, un client procède à une commande urgente. Le client exige la livraison dans le minime délai de 24 heures. Mesdames et messieurs, quelles auraient été vos décisions si, en tant que dirigeant d'une entreprise au bord de la faillite, un client exige d'être livré dans un court délai sous peine de perdre la seule commande passée auprès de vous depuis plusieurs semaines? Effectivement, mon client est passé outre certaines formalités administratives, mais cela a lieu dans le seul et unique but de ne pas empirer la situation d'ores et déjà difficile de son entreprise. Pour permettre la rémunération de ses employés, le paiement des factures de l'entreprise. Cela n'en fait pas le responsable de tous les maux pour autant. Il demande expressément à l'unique employé disponible de faire preuve de prudence et d'utiliser un trajet adapté au transport de marchandises dangereuses. Ce dernier ne tient ni rigueur
rigueur des indications de son employeur, ni des dispositions du code de la route. C'est ainsi qu'un tragique accident arrive, et que le camion-citerne est renversé dans la voiture. Mesdames et messieurs, mon client a procédé à l'ensemble des recommandations nécessaires auprès de son employeur, qui a délibérément manqué à son devoir de prudence. La présence de documents supplémentaires n'aurait garanti en rien l'inexistence de cet accident. Lors de cet accident, l'association de protection du marais de la Voiselle et du Val-d'Yèvre est très rapidement intervenue. Son intervention a lieu dès le lendemain de l'accident, afin de procéder à des analyses toxicologiques de l'eau. Ces analyses ne révèlent aucune source de pollution. Rien n'est relevé. Pensez-vous qu'un produit dont la dangerosité aurait causé la détérioration immédiate de la faune et de la flore aux alentours n'est pas perceptible lors d'analyses toxicologiques? Le bon sens voudrait-il que de simples constatations, à un moment précis, qui ne sont en rien appuyées par une expertise scientifique, suffisent à juger mon client responsable de pollution? Mesdames et messieurs, nous n'avons aucun détail sur la date d'apparition de la détérioration de la faune et de la flore. La seule information en notre possession est que le dirigeant de l'association a fait ce constat d'un papier. Ne serait-il pas concevable que ces poissons morts se trouvaient au bord de la Voiselle préalablement à l'accident? La crinolétrine est une molécule légère. Elle est par conséquent facilement portative. L'eau de la Voiselle connaît un courant naturellement très fort. Ce fort courant est par ailleurs démontré par l'existence du mont Lao de la Voiselle. La rapidité à laquelle la molécule a donc été transportée ne lui a pas permis de polluer l'eau. Cette impossibilité de polluer l'eau de la Voiselle cette impossibilité de polluer une rivière mouvante en permanence est prouvée par une analyse toxicologique négative. Une analyse qui est faite au moment le plus opportun pour relever la pollution. Mesdames et messieurs, pouvons-nous légitimement tenir mon client pour responsable de la pollution en l'absence de toute preuve justifiant l'existence même de cette pollution? Mon client a d'ores et déjà payé le prix du manquement à son obligation de formalisme. La société qui connaît des difficultés se retrouve davantage en difficulté. Est-il juste d'ajouter à ces difficultés des accusations de pollution qui sont infondées? L'association tente d'achever une société fragile économiquement, sans même posséder des preuves de la pollution. Le lien de causalité fait vraisemblablement défaut. Pourtant, l'association se porte partie civile, sans joindre un quelconque élément supplémentaire justifiant l'accusation. Il y a en effet un constat de dépérissement de la faune et de la flore. Ce constat est regrettable, mais sa cause n'est absolument pas connue. Je laisse désormais la parole à Maître Goriot. Monsieur Mouchefrin est le gérant d'une SARL qui subit d'importantes difficultés financières. Le 19 avril 2017, il doit faire un choix. Perdre un client ou satisfaire un client peu scrupuleux, pressé, qui l'enjoint à effectuer un transport de marchandises dangereuses sans les formalités requises. Il opte pour le second choix, dans l'espoir d'honorer les salaires de ses employés et ses obligations financières. Malgré ce manque de formalisme, M. Mouchefrin est un homme prudent qui connaît ses obligations. Il intime son employé, M. Vega, d'emprunter un transport précis, adapté au transport de marchandises dangereuses, et lui ordonne expressément d'être particulièrement prudent sur l'ensemble de ce trajet. M. Vega, qui ne peut ignorer son obligation de prudence compte tenu de l'essence même de son emploi, et qui au surplus savait ce que le camion-citerne contenait, a sciemment et délibérément ignoré les directives de son employeur. Il a commis cumulativement 3 infractions au code de la route. Il a tout d'abord emprunté le centre-ville et s'est engouffré dans la rue Édouard Vaillant sans aucune raison valable. La rue Édouard Vaillant étant interdite aux camions de plus de 3,5 tonnes, en l'espèce son camion-citerne. Il a ensuite roulé à une vitesse excessive de 50 km/h sur la rue Édouard Vaillant, alors que celle-ci est limitée à 30 km/h. Puis, il a consulté son téléphone portable au volant, ce qui a entraîné un accident de la circulation, le renversement de son camion-citerne
et le déversement de ce qu'il contenait, de l'acrylonitrile, dans la Voiselle. Alors, oui, M. Mouchefrin a fermé les yeux sur la non-conformité des documents de transport. Il s'agit là du seul et unique élément de convergence avec le ministère public. Ce manquement à l'obligation administrative de mon client ne fait de lui en aucun cas le coupable d'un homicide involontaire. Selon le ministère public, Madame Pierrepont serait décédée des suites d'un triple cancer, prétendument occasionné par l'ingestion d'acrylonitrile, prétendument contenu dans ses légumes, prétendument arrosé par l'eau de la Voiselle, prétendument contaminé par un accident de la circulation, cet accident de la circulation. Mais le ministère public n'apporte aucune preuve de ces allégations. Ce ne sont que des affirmations, sans aucune démonstration. Sur le fait dommageable, le décès de Madame Pierrepont, aucune expertise médicale, aucune autopsie n'indique les causes exactes du décès de Madame Pierrepont. Donc aucune preuve n'est apportée à ce que Madame Pierrepont est décédée d'un triple cancer, ni que ce cancer est dû à l'ingestion d'acrylonitrile. Sur le lien de causalité, le ministère public n'apporte aucune preuve d'un quelconque lien de causalité entre l'accident de la circulation, cet accident de la circulation, et le décès de Madame Pierrepont. Tout d'abord, rien ne prouve que Madame Pierrepont a puisé de l'eau dans la Voiselle. Et quand bien même, admettons que Madame Pierrepont a puisé de l'eau dans la Voiselle, ce prélèvement a-t-il été effectué le 5 avril, le 7 avril, le 12 avril, le 17 avril, soit avant l'accident de la circulation, ou bien alors le 19 avril, après l'accident de la circulation? Il n'est évoqué qu'un prélèvement, je cite, courant avril. C'est flou et c'est très imprécis. Et quand bien même, admettons que Madame Pierrepont a bien prélevé de l'eau dans la Voiselle après cet accident de la circulation. Une analyse toxicologique a été demandée par l'Association de protection des marais de la Voiselle. Cette analyse a été réalisée le lendemain de cet accident. Elle ne révèle aucune source de pollution. Madame Pierrepont ne peut pas avoir été contaminée. Alors, le ministère public, pour réfuter cette preuve incontestable, affirme dans ses réquisitions que cette expertise n'a pas été réalisée, je cite, au bon moment. Monsieur le Président, Madame la Première Présidente, Mesdames, Messieurs, ce n'est pas un argument juridique. Aucune condamnation ne peut être fondée sur un élément non objectivé de manière incontestable. L'acrylonitrile, comme l'indique le centre antipoison, en réalité, est tout simplement une substance qui ne stagne pas, mais s'évapore. Je tiens à préciser également que les proches de Madame Pierrepont ont consommé durant tout l'été ces légumes. Ils ne sont ni malades, ni décédés. Monsieur le Président, Madame la Première Présidente, Mesdames, Messieurs, le ministère public, à qui, je le rappelle, incombe la charge de la preuve, ne fonde son accusation que sur des suppositions, des hypothèses, des vraisemblances, mais n'apporte aucune preuve de la matérialité des faits. Aucune. Je laisse la parole à mon confrère, Maître Belmonceau. Vous et moi avons entendu de belles paroles et de grands défenseurs de la nature. Il faut l'avouer, mes confrères ont fait preuve d'une excellente éloquence. Mais nous ne sommes pas au théâtre. Et dans ce tribunal doit primer le droit sur la morale. Mon client, le gérant de la société Fleu d'Élite 18, était comme le capitaine d'une équipe, comme l'a été Zidane en équipe de France, ou comme le capitaine d'un navire. Navire qui était à 2 doigts de faire naufrage malgré lui. Cette affaire l'a fragilisé au plus haut point. Après avoir consacré sa vie à cette société, il comparaît aujourd'hui devant vous sur le banc des accusés. Concernant l'obligation de formaliser le document de transport, il est vrai, il a failli à celle-ci. Mais il faut souligner l'abus de position de force de M. Struffec. Alors, M. Struffec souhaitait utiliser l'acrylonitrile en tant que pesticide.
Il avait donc besoin de cette dissimulation de la réelle nature du produit. Il avait conscience que l'usage qu'il en prévoyait était interdit. Celui-ci connaissait évidemment la société et ses difficultés financières. Il savait pertinemment qu'une telle proposition faite à mon client ne pouvait être refusée. Et évidemment, il n'a pu la refuser, sous peine de voir sa société faire faillite, la société pour laquelle il s'est tant sacrifié. Rappelons également que l'obligation de fournir un élément d'identification du produit transporté incombe au client, et aucunement au transporteur. Celui-ci est chargé d'identifier afin d'en tirer les conséquences du transport et du trajet à suivre. Et cela a été fait. Toutes les consignes ont été données et l'employé, M. Vega lui-même, n'a jamais nié avoir reçu les instructions. Il a par ailleurs décidé seul de ne pas les respecter. Imaginez-vous un monde dans lequel un employeur ne peut pas faire confiance à son employé et douterait constamment que celui-ci ne remplisse correctement sa mission. Quant aux qualifications de M. Vega, les parties civiles soutiennent qu'il était effectivement inexpérimenté. Mais pesons le poids des mots, mesdames et messieurs. Être inexpérimenté n'est pas synonyme d'être non qualifié. En ce qui concerne les infractions de faux et usage de faux, afin qu'elles puissent être caractérisées, en vertu de l'article 441-1 du Code pénal et de la stricte interprétation de la loi pénale, il faut nécessairement un préjudice. Vous allez me dire, une femme est morte. Et vous auriez raison de souligner, mon client regrette lui-même que celle-ci soit décédée. Mais cette femme, atteinte de plusieurs cancers, récidiviste, décrite comme particulièrement agressive par les médecins, quelles sont les causes réelles de son décès? Comment peut-on affirmer que les causes de la mort de cette dame sont les conséquences directes des actions de M. Mouchefrin? Rien. Rien au regard des faits et des éléments versés au débat ne le permet. Et par conséquent, en l'absence de préjudice, les infractions de faux et usage de faux n'ont pas lieu d'être caractérisées. Enfin, nous aimerions savoir ce qui permet au ministère public d'appuyer ces accusations directement à l'encontre de M. Mouchefrin, alors même que celui-ci a agi en tant que gérant, au nom et pour le compte de la société. Allons-nous laisser bafouer le principe selon lequel, en vertu de l'article 121-2 du Code pénal, il est possible, mesdames et messieurs, d'engager la responsabilité pénale de la personne morale? Afin que celle-ci puisse être engagée, il faut nécessairement que la personne ayant agi dispose de prérogatives de direction et de contrôle au sein de la société. Et M. Mouchefrin exerce incontestablement ses prérogatives au sein de la société Fluidelix 18. Trouver un lien de corrélation entre le décès d'une femme fragilisée par la maladie, ayant consommé de l'eau par ses légumes, qui vraisemblablement aurait été polluée 6 mois plus tôt. Effectuer un rapprochement avec un déversement dans une rivière mouvante en permanence. Utiliser ce même décès en tant que préjudice afin de retenir les infractions de faux et usage de faux et l'accuser d'homicide involontaire, c'est complètement indécent. Le lien de causalité entre l'action et le préjudice doit être sensé. Les parties civiles se prévalent d'un nombre incalculable de préjudices, non démontrés, sans fondement, ni lien de causalité. À titre d'exemple, une demande de 290 € a été formée pour 9 minutes de déplacement en voiture du domicile de la défunte à l'hôpital. C'est complètement démesuré. Nous comprenons que le ministère public souhaite que le décès de Mme Pierrepont ne reste pas impuni. Mais veillons à ce que justice soit rendue et qu'un travailleur honnête et innocent ne soit pas injustement puni. C'est pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, que nous demandons de prononcer purement et simplement une relaxe à l'encontre de M. Mouchefrin. Merci de votre attention. Merci. Donc maintenant, j'appelle le groupe pour la défense de M. Strufek. Monsieur le Président, Madame la Première Présidente, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, j'interviens au soutien des intérêts de M. Strufek, qui est un industriel, propriétaire d'une usine, dont la production est parfaitement légale et réglementée.
la pollution et l'homicide involontaire. En ce qui concerne les faits de faux et d'usage de faux, l'article 441-1 du Code pénal dispose que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accompli par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression, de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le 18 avril 2017, M. Struffec contacte M. Monchefrain pour une livraison urgente d'acrolinitril. Ils n'ont donc pas le temps de formaliser de documents de transport. Le 19 avril 2017, un accident a lieu. Mon client, M. Struffec, est donc appelé pour venir sur le lieu de l'accident. Et c'est uniquement une fois sur les lieux que mon client se rend compte que des documents étaient falsifiés. Aucun document de transport n'a été formalisé par manque de temps selon M. Struffec. Cependant, M. Monchefrain connaissait le contenu du chargement et en avait donc la pleine responsabilité. Même si M. Monchefrain est dans un état critique concernant son entreprise et que cela lui permettrait de remonter sa trésorerie, je pense qu'il n'était pas concevable d'impliquer M. Struffec dans cette démarche frauduleuse. En ce qui concerne le faux papier rédigé uniquement, et j'insiste là-dessus, par M. Monchefrain, mon client se sentait contraint de dissimuler la vraie nature de la marchandise. Le papier utilisé a été falsifié, certes, mais M. Vega aurait dû se douter de la dangerosité des produits qu'il transportait. Dans cette affaire, l'imprudence de M. Vega concernant l'utilisation de portables, le fait de passer dans des rues étroites, montre qu'il n'a eu aucune conscience professionnelle. M. Struffec ne peut pas être, voire n'est même pas responsable de l'accident causé par M. Vega. L'usage du faux ne peut pas avoir d'impact sur ce qu'il s'est vraiment passé. L'usage du faux n'influence en aucun cas un potentiel accident. Malgré l'urgence, aucun faux et usage de faux n'a été suggéré, et même l'établissement de documents de transport. Il est donc question d'une absence de documents de transport, mais cela ne nous rend pas pour autant coupables de l'accident causé par M. Vega. Un document falsifié est un document qui normalement cause un dommage, un préjudice. Dans cette affaire, si M. Vega n'avait pas eu d'accident par son imprudence, je le répète, aucun préjudice n'aurait véritablement lieu. Peut-on affirmer qu'il y a vraiment eu préjudice, étant donné que celui-ci est causé par l'accident et non pas par l'usage du faux? Enfin, aucune volonté de dissimulation ne peut être reconnue. En effet, celle-ci se définit comme le fait de cacher l'existence d'un fait ou d'un acte qui doit rester secret pour ceux qui ne sont pas des parties au contrat. Étant donné qu'il y avait une absence de documents, le but premier n'était pas de cacher un fait, ni de rendre secret le transport d'acrylonitril, ce transport n'étant pas interdit. Le parquet ne reproche aucunement le transport d'acrylonitril. Mon client ne cherchait donc pas à cacher un quelconque fait, ce qui n'est pas le cas de M. Monchefrain. C'est lui qui a établi un document de transport de frais avec une fausse appellation de produit. Il n'y a donc pas assez d'éléments pour retenir la responsabilité de mon client et vous ne pourrez rentrer qu'en voie de relax concernant M. Struffec. En ce qui concerne les faits de pollution, je laisse la parole à ma consoeur Maître Ali. Mon client, M. Struffec, chef d'industrie, est mis en cause aujourd'hui pour un produit dont la production et la vente sont parfaitement légales. En effet, aucun délit de pollution ne peut juridiquement être imputé à M. Struffec, et ce, en vertu de l'article 121-1 du Code pénal, qui énonce que nul n'est responsable que de son propre fait. Et en l'espèce, mon client n'a fait que mettre en circulation un produit qui non seulement est légal, et dont son utilisation l'est également. Même si la partie civile a affirmé qu'il était cancérigène, c'est le cas,
mais il reste tout de même légal. Au regard de l'article 216-6 du Code de l'environnement, la pollution est définie comme étant le fait de jeter, de déverser, de laisser s'écouler dans les eaux, directement ou indirectement, une ou des substances dont l'action entraîne des effets nuisibles sur la santé ou des dommages écologiques. Il est vrai qu'une substance a été déversée dans la Voiselle, mais ce n'est en aucun cas mon client qui l'a déversée. Par conséquent, M. Struffec n'est pas coupable des faits de pollution tel qu'il est défini à l'article précité. Une autre approche serait la responsabilité solidaire. Mais selon vous, en cas de marée noire, qui condamne-t-on? Le président de Total parce qu'il possède un produit polluant? Ou le responsable de la société de transport qui a causé la marée noire? Il faut dire que, dans des cas similaires, c'est toujours le transporteur qui est incriminé ou la société qui le représente. C'est ce qu'affirme la Cour d'appel de Rennes en 1995. Mais jamais l'industriel propriétaire du produit, fût-il dangereux ou polluant, a été mis en cause. Moralement, chacun a une opinion, mais nous sommes là pour faire du droit. D'autres hypothèses peuvent être énoncées, mais encore une fois, inimputables à mon client. Qu'en est-il de la complicité? Là encore, ce n'est pas possible au vertu de l'article 121-7 du Code pénal, puisque mon client n'a ni aidé, ni porté assistance, ni menacé, ni abusé de son autorité ou quoi que ce soit, et ce en vue de commettre ou de tenter de commettre un délit d'imprudence. Dans les faits, la seule fois où mon client a vu M. Vega, le chauffeur du camion, c'était le 19 avril 2017, le jour de l'accident. Conformément à l'article 4 de la directive 2008-99, mon client n'est pas l'auteur direct de la pollution. Il ne peut donc pas être non plus condamné sous ce chef d'accusation. Par conséquent, mon client n'est ni coupable d'un délit de pollution, ni d'un délit d'imprudence au regard des articles précédés. Il sera donc relaxé. Je dis un mot des demandes de l'association à titre subsidiaire pour demander qu'elle soit déboutée, eu égard à la relaxe que vous prononcerez. Rien n'a permis de relier la pollution au produit de mon client, puisque cette dernière a effectué des tests sur l'eau qui se sont révélés négatifs. Ce faisant, nous ne connaissons pas l'usage exact de l'eau. Mais en plus, nous savons tous que malheureusement, dans les marais de Bourges, il y a beaucoup de pollution d'origines diverses. Si vous admettiez la demande de l'association, je vous demande de renvoyer l'examen de ce dossier à une audience ultérieure pour permettre à la défense de prendre conséquence des devis qui nous ont été communiqués juste avant l'audience. Pour la dernière infraction, l'homicide involontaire, je laisse la parole à ma consoeur Maître Boiry. Il est reproché à mon client, M. Struffec, d'avoir provoqué le décès de Mme Pierrepont. Comme ont très bien dit mes collègues du ministère public, l'homicide involontaire est le fait de causer par maladresse, imprudence, inintention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la mort d'autrui. Dans notre cas d'espèce, il n'y a pas eu d'homicide involontaire. En effet, je vous le rappelle, pour qu'un homicide involontaire soit caractérisé, il faut un lien de causalité entre le comportement fautif et la mort de la victime. Or, ce n'est pas du tout le cas dans notre affaire. En vertu de l'article précité, il n'y a pas eu d'accomplissement d'acte ayant concouru à la mort de Mme Pierrepont. Tout d'abord, M. Struffec n'était pas sur les lieux lors de l'accident. Il n'a donc pas pu le causer. Et même s'il aurait été présent, il n'aurait pas pu l'empêcher. De plus, il n'y a pas eu d'accomplissement d'acte ayant concouru à la mort de Mme Pierrepont. On ne peut pas être sûr que le décès de Mme Pierrepont a été causé par l'homicide involontaire. On pourrait également remarquer qu'aucun élément médical ou technique ne permettrait de faire le lien entre M. Struffec et le cancer du poumon de Mme Pierrepont ayant entraîné sa mort. Il n'y a aucun lien de causalité entre les deux. J'aimerais rappeler que par le passé, elle a déjà été atteinte d'un cancer du système lymphatique qui fut particulièrement agressif. Heureusement, elle en a guéri. Par la suite, Mme Pierrepont a été atteinte d'un cancer des poumons, du larynx et de la langue. Une question se pose. Un cancer du système lymphatique
peut-il se transformer en cancer du poumon au bout de plusieurs années? Pour répondre à cette question, je me suis renseignée auprès de nombreux médecins à l'hôpital de Vierzon, dont le docteur Essayant, qui m'ont répondu que tout était possible en médecine, qu'on ne pouvait pas rejeter dans l'absolu un lymphome à une atteinte pulmonaire secondaire. Ainsi, en l'absence de biopsie de la victime, on ne peut pas être sûr à 100% que le décès de Madame Pierrepont a été provoqué par la pollution de l'eau à l'acrylonitrile. Il n'y a aucun lien de causalité entre le produit industriel et le cancer de Madame Pierrepont. Ainsi, le cancer du poumon aurait pu être provoqué par n'importe quel élément, que ce soit son passé médical, la pollution ou tout autre élément qui n'aurait aucun lien avec cette affaire. Ce qui montre qu'on ne peut pas retenir une condamnation sans preuve matérielle ni objective. Le ministère public n'a pas rapporté la preuve que c'est bien l'eau ingérée qui a causé le décès. Il n'y a pas eu d'éléments médicaux, pas de consultation demandée, pas de biopsie qui permettrait de relier de manière certaine le décès de Madame Pierrepont avec le produit de mon client, M. Struffec. En l'absence de lien de causalité, l'homicide involontaire ne peut pas être établi. Aucune certitude que ces deux éléments soient liés. Le marais est un écosystème fragile. Personne ne pouvait penser que Madame Pierrepont capterait l'eau et la stockerait. Cela n'est pas permis. Donc mon client ne pouvait pas penser que Madame Pierrepont arrosait continuellement ses légumes avec cette meunier. Les marais sont un grand problème aujourd'hui. C'est très souvent pollué par plusieurs substances. Il n'a en aucun cas été déterminé ni prouvé que l'acrylonitrile était présent dans l'eau. Concernant à présent M. Vega et M. Mouchefrin, mon client n'est pas responsable de la conduite imprudente de M. Vega au volant, ni que M. Mouchefrin n'a pas prévenu son chauffeur de la dangerosité du volant. On ne peut pas savoir avec certitude la circonstance ayant entraîné la mort de Madame Pierrepont, d'autant que mon client n'est en aucun cas lié à la pollution de l'eau, ni à l'accident, et encore moins à la mort de Madame Pierrepont. Même si la question de l'usage de faux se pose, il est bien certain qu'il n'y a aucun lien de causalité entre le fait d'avoir produit après l'accident un document erroné et le décès de Madame Pierrepont. On ne peut rien lui reprocher. Je demande alors que soit prononcée la relaxe pour les faits d'homicide involontaire. Du fait de la relaxe, les demandes des parties civiles vont être déboutées de leurs demandes. Je vais faire à présent un court développement sur les préjudices subis par le fils, M. Pierrepont, mais à titre subsidiaire, car du fait de la relaxe, la demande de la partie civile sera rejetée. L'analyse du fils n'a pas été contradictoire, donc on ne peut pas l'utiliser. On n'a aucun élément pertinent dans cette affaire. Concernant le lien de causalité, il n'est pas clairement caractérisé. En effet, on ne sait pas avec certitude que la mort de Madame Pierrepont a été provoquée par la pollution de l'eau. Et aucun lien ne lie mon client, M. Struffec, à la pollution ni à sa mort. Il y a donc l'absence de lien de causalité de la part de M. Struffec sur la mort de Madame Pierrepont. On ne peut pas reprocher à mon client d'être directement responsable du dommage, car on a prouvé qu'il n'avait aucun lien de causalité avec elle. Madame Pierrepont connaissait les risques, les règles. Elle sait qu'il ne faut pas stocker l'eau et l'utiliser à cette fin. C'est peut-être difficile à dire, je m'en excuse, mais elle a pu sans doute elle-même contribuer à son propre dommage. Cela doit diminuer la responsabilité civile de M. Struffec, qui, du fait des responsabilités de M. Mouchefrin et M. Vega, ne pourra pas assumer plus de 20% des préjudices réclamés. La faute éventuelle de M. Struffec n'a été que minime, et je vous demande d'ailleurs que sa responsabilité l'est également. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci. Enfin, nous appelons le groupe de défense de M. Vega. Monsieur le Président, Madame la Première Présidente, Mesdames, Messieurs, Maître Irène Pala, je suis le conseil de Monsieur Hugo Vega, cité devant vous sous la double prévention de délit de pollution et d'homicide involontaire. Chauffeur-livreur de la société Fludelix 18, spécialisée dans le transport, Monsieur Vega avait comme employeur Monsieur Marc Mouchefrin. Le 19 avril 2017, Monsieur Vega était chargé de réaliser un simple contrat de frais. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que son employeur lui avait dissimulé le réel contenu du camion-citerne. En effet, à cette date,
Il transportait à M. Rodolphe Struffec de l'acrylonitrile, une matière hautement dangereuse pour l'environnement et donc pour la santé. Ce transport vire au drame lorsque M. Vega doit malencontreusement éviter un piéton ayant surgi sur la chaussée. Cette manœuvre d'évitement cause le renversement du camion-citerne et de son contenu. À la suite de cet accident, M. Vega conserve son emploi et conserve la toute confiance de son employeur. Or, ce que M. Vega ignore de nouveau, c'est que le 12 novembre 2017, Mme Claudie Pierrepont décède. Sa famille affirme que son décès est dû à l'acrylonitrile déversé quelques mois auparavant dans les marais. Et bien que les analyses du fleuve et de l'eau des cuves, ainsi que des fruits et légumes consommés par Mme Pierrepont démontrent une présence à un niveau létal d'acrylonitrile, ces affirmations restent infondées. Je laisse maintenant la parole à ma consoeur, maître Yasmine Lamnawar, sur la pollution. Nous sommes aujourd'hui réunis pour un procès qui me semble dépourvu de toute démonstration juridique. Le ministère public fonde ses réquisitions sévères sur les délits de pollution et d'homicide involontaire. Alors, précisément, quel est ce délit de pollution qui est reproché à mon client? On nous assène que la pollution de la Voiselle est survenue à la suite d'un accident provoqué par mon client, M. Hugo Vega, et que cet accident serait donc à l'origine du décès de Mme Claudie Pierrepont, une femme qui s'est toujours portée en bonne santé. Enfin, une bonne santé qui reste à nuancer, étant donné que cette dernière a vaincu un cancer en 2017. Lors de la livraison, le téléphone de mon client ne cesse de sonner. Ce dernier détourne donc quelques microsecondes le regard de la route afin de consulter l'affichage de son téléphone. Je le redis, mon client détourne son regard de la route. Il n'utilise pas son téléphone. À aucun moment, mon client prend son téléphone en main. Après avoir jeté un coup d'œil furtif sur son téléphone, il doit immédiatement entreprendre une manœuvre afin d'éviter un piéton qui s'est engagé sur la chaussée. Dans cette manœuvre, qui sauve le piéton, mais couche tout de même le camion-citerne sur le flanc, le laissant alors glisser sur une chaussée humide, monter sur le trottoir, fracasser violemment le garde-corps du pont, pour enfin terminer dans la Voiselle. L'impact du choc est tel que le camion-citerne n'y résiste pas, laissant alors le produit se répandre entièrement dans la Voiselle sous les yeux effarés de mon client. À aucun moment, M. Marc Mouchefrin, l'employeur de mon client, l'informe de la nature exacte du produit qu'il transporte. Je rappelle que le contrat de travail qui lie mon client à M. Marc Mouchefrin énonce que le travail de mon client est de transporter les commandes qui lui sont confiées et non d'en vérifier la nature exacte. En revanche, l'obligation qui incombe à mon client est de vérifier l'entièreté du chargement avant son départ, de contrôler la bonne délivrabilité de la marchandise tout en respectant le code de la route. Alors, où M. Vega a failli à ses obligations? Notre client a parfaitement effectué son transport dans des circonstances qu'il jugeait habituelles, car en effet, ce dernier n'a pas été informé de la réalité de la situation. Notre client n'est pas ici poursuivi pour un manquement au code de la route. C'est peut-être là une erreur du parquet. Mon client n'a donc failli à aucune obligation contractuelle le liant à son employeur. En revanche, il était du devoir de M. Mouchefrin de respecter les consignes de sécurité quant au transport de marchandises dangereuses. Je rappelle que la routine professionnelle de mon client, M. Hugo Vega, est le transport de marchandises sans risque et inoffensif. Alors, comment mon client aurait-il pu savoir que son employeur lui confierait le transport d'une telle marchandise? En effet, mon client lui faisait confiance. Monsieur Hugo Vega croyait toujours en cette relation de confiance entre un employeur et son employé, ce qui n'était pas du cas de Monsieur Mouchefrin.
Mon client, monsieur Hugo Vega, s'est donc vu trahi. D'autant plus que monsieur Mouchefrin et monsieur Struffec ont continué de nier la réalité de la substance sur les lieux d'accident. Mais dites-moi, comment mon client aurait-il pu savoir ou même se douter de la dangerosité de la marchandise qu'il transportait, alors même que son employeur et le fournisseur de ce dernier ont continué de nier la réalité de la substance sur les lieux d'accident? Mon client s'est donc doublement vu trahi. Alors, où le parquet voit-il la pollution volontaire? Et où lui reprocher un acte positif et volontaire de pollution? Mon client, M. Hugo Vega, n'avait pas la connaissance exacte de la nature du produit qu'il transportait. Il n'a donc pas déversé la chromnitrie dans la voiselle de son plein gré. En effet, ce déversement est le fruit d'un accident. Vous ne pourrez donc établir aucun lien de causalité directe entre la pollution et mon client, M. Hugo Vega, dès lors que l'élément intentionnel n'existe pas. Dois-je rappeler qu'une infraction est constituée si et seulement si l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral sont réunis? Dans ce cas d'espèce, mon client ne remplit pas le critère de l'élément moral étant donné qu'il n'a pas déversé ce produit dans la voiselle de son plein gré. De plus, le caractère volontaire exigé pour un pollueur ne se retrouve pas non plus dans ce cas d'espèce. Pas d'élément moral, pas d'infraction. Monsieur Vega n'est pas un pollueur. Il n'a jamais voulu porter atteinte à la nature en déversant volontairement ce produit dans la voiselle. Il n'a jamais voulu porter atteinte à la biodiversité ou encore dégrader nos beaux marais. De plus, il n'a jamais non plus voulu porter atteinte à la vie humaine en provoquant la mort. Mon client n'est pas un pollueur. L'élément moral n'existe pas. L'infraction ne peut donc pas être caractérisée. Concernant l'homicide involontaire, je laisserai ma consoeur, maître Raphaël Collin, développer sur ce point. Je vous remercie de votre écoute. La vie de notre client se joue ici, aujourd'hui. Pas seulement son emploi, pas seulement son casier judiciaire, mais son honneur. Devrais-je dire que la jurisprudence de la Cour de cassation est stricte, mais elle vient au secours de M. Vega. En cas d'incertitude ou d'absence concernant le lien de causalité entre la faute et le dommage, les juges du fond doivent statuer en faveur du prévenu. La reconnaissance de culpabilité ne peut pas être retenue si le doute persiste. Quelle preuve avez-vous de ce lien de causalité? Les affirmations de la partie civile, malgré la peine de celle-ci? À ce stade de votre réflexion, il n'est pas inutile de rappeler l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui, depuis plus de 200 ans, exige le principe de la légalité criminelle, qui fait sien l'adage latin « nullum crimen, nullum poena sine lege ». Pas de crime, pas de délit, pas de peine, sans texte qui la prévoit, ou sans démonstration de droit de la part du parquet, une démonstration implacable quant aux éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire. On ne s'affranchit pas des propres éléments de notre droit pénal sous l'alibi de réparer la peine d'une famille endeuillée. En avril 2017, le président de l'association de la protection de la Voiselle, des Marais et du Val-d'Yèvre a procédé à des analyses qui n'ont révélé aucune trace de substance nocive, je le rappelle. Mais on nous affirme que le lien de causalité est direct et certain. C'est un vrai tour de passe-passe, mais nous ne faisons pas de la magie. Quel est le lien de causalité entre le déversement de l'acrylonitrile et le décès de Madame Pierpont? Les proches de Madame Pierpont n'ont, eux, été victimes que de simples maux de tête. Et celle-ci est décédée des suites d'un cancer. Même famille, même conditions de vie, même hygiène de vie et des destins différents. La chambre criminelle de la Cour de cassation martèle depuis 1997
le rapport exclusif. La faute doit être unique. Celle-ci doit avoir entraîné le dommage de manière exclusive. Qui a prouvé que cette terrible maladie ait été entraînée directement et exclusivement par le déversement de la clonidrill et l'ingestion par Madame Pierpont de celle-ci? Où est la démonstration de ce lien unique? Je vous le demande. Et que dire du caractère aggravé quant à l'homicide involontaire reproché à M. Vega? Nous attendons toujours cette démonstration de la part du parquet. La seule certitude que nous avons, c'est l'incertitude quant au lien de causalité entre le déversement de la clonidrill et le décès de Madame Pierpont. Alors même que cette faute n'est pas démontrée. Et quand bien même elle le serait, est-elle la faute unique? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, trop d'affirmations sans preuve, trop d'infractions sans ces éléments constitutifs, trop d'approximations juridiques quant aux préventions retenues à l'encontre de M. Vega, trop de doutes et trop de risques à condamner un homme sur un dossier aussi lacunaire. La relaxe devra être prononcée afin de ne pas rajouter à l'injustice du décès de Madame Pierpont l'injustice de la condamnation d'un homme innocent. Je repasse la parole à ma consoeur Hélène Pala pour les conclusions. La famille Pierpont se dit aujourd'hui victime d'une injustice en ayant perdu leur mère. On accuse mon client d'avoir été à l'origine du décès d'une femme dont il ignorait même l'existence. Choisiriez-vous de condamner un homme dont la seule erreur était l'ignorance? Dans La Bête Noire, Éric Dupond-Moretti disait « Les vrais innocents n'ont pas toujours grand-chose à dire, à part qu'ils sont innocents. » À cette injustice, n'ajoutez pas celle de condamner un homme innocent des faits de la prévention. À cette violence subie par mon client, n'ajoutez pas celle d'une condamnation injustifiée en droit et en fait. Pour l'ensemble de ces raisons, vous prononcerez la relaxe de mon client, Monsieur Hugo Vega. Je vous remercie de votre écoute. Merci à tous. Je crois que nous avons un peu de temps pour poser des questions. Madame la Première Présidente, si vous... Eh bien, je vais me lancer. Je crois qu'on a un petit peu de temps. Bon, je vais, d'habitude, je vais poser la voix, je vais appeler Madame Emma Nicou, qui intervenait, je crois, pour le ministère public. Voilà. À l'examen de vos réquisitions, j'ai remarqué que vous aviez donc visé contre les prévenus, notamment 2 délits, que vous demandiez pour chacun et pour chaque délit une peine spécifique. Est-ce que cela signifie que lorsque l'on est poursuivi pour plusieurs faits, on a une peine pour chaque fait, ce qui reviendrait, je prends l'exemple d'une douzaine de délits pour une personne, qui aurait chacun 1 an d'emprisonnement, une peine de 12 ans d'emprisonnement? Non. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment On prend la peine la plus grave. Généralement, il n'y en a plus que la personne d'une seule peine sur l'ensemble des faits qu'on a. Donc c'est pour ça qu'on a mis qu'une seule peine d'1 an de sursis, d'1 an de prison avec sursis et 1 000 € d'amende. D'accord. Très bien. Et d'autres questions? Alors, moi, je voudrais en poser une, mais qui n'est pas du tout juridique, évidemment, puisque je suis pas du tout juriste, mais comme je suis médecin de formation, j'ai quand même eu des interrogations sur le côté assez flou. Alors, je vais m'adresser peut-être au groupe. Le premier groupe, celui qui a défendu la famille Pierpont, parce qu'il n'y a pas eu tellement d'analyse autre que celles qui ont été faites par la famille pour voir ce qu'il y avait dans ce psychiatre, mais quel traitement a reçu cette dame pour son cancer, parce que on sait que ces cancers lymphatiques sont traités par des médicaments qui souvent peuvent produire ensuite d'autres cancers. Est-ce qu'elle fumait comme un pompier? Est-ce qu'elle buvait 3 litres de miole par jour? Ou est-ce que c'était un... Voilà, on en sait peu, je trouve, sur sa vie, à cette pauvre dame. Madame Pierpont, en réalité, comme elle avait guéri d'un cancer justement en février, suivait un régime, on pourrait dire, assez strict, c'est-à-dire pas d'excès, que ce soit culinairement parlant, ou pas d'alcool, ni de cigarettes. Et tous les traitements qu'elle
recherche, les chimiothérapies, les radiothérapies. Mais comme c'est des cancers très agressifs, en réalité, on ne pouvait pas faire quelque chose et c'est pour ça qu'elle est morte seulement 2 mois plus tard. Et une autre preuve de sa bonne foi, si je peux me permettre, elle cultivait ses propres légumes afin de nourrir ses enfants, ses petits-enfants, du mieux qu'elle pouvait. Oui. Le médecin n'est pas tout à fait convaincu. Moi, j'aurais demandé une expertise. Non, parce que ces produits immunosuppresseurs et tout favorisent beaucoup la survenue d'autres cancers. Donc vous êtes très optimiste en parlant de la guérison de ce cancer, mais évidemment, nous, on est un peu habitués à mettre tout ça en doute. Et je ne suis pas dans un hôpital ni dans un tribunal, donc je ne sais pas comment vous procédez d'habitude. Alors moi j'aurais une autre question pour l'association de la protection des marais. Vous avez évoqué le préjudice moral, donc qu'entendez-vous par préjudice moral pour cette association et surtout dans vos conclusions, vous indiquez que vous allez produire un devis pour chiffrer ce préjudice moral. Donc quel type de devis pourrait produire l'association pour justifier d'un préjudice moral? Je vous remercie de votre question, Madame la Présidente. Avec plusieurs de mes camarades, nous avons contacté divers organismes pour essayer de chiffrer ce préjudice. Cependant, les entreprises ne sont pas à même de chiffrer déjà le préjudice écologique, donc il est tout à fait logique qu'il n'est pas possible de chiffrer directement le préjudice moral. Le préjudice moral, comme vous l'entendez, c'est surtout de la perte pour la ville de Bourges de l'activité touristique qui peut résulter. Comme je vous l'ai dit, les touristes avec cette pollution ne prendront pas le risque de visiter, donc ne consommeront pas dans les magasins de la ville de Bourges. Ces petites dépenses résultent vraiment d'une plus grosse somme qui est imputable à la ville de Bourges. Bien, merci. Question? Je ne sais pas si François vous avez une question. Toujours une question à l'attention de l'association des marais. Quelle distinction faites-vous entre l'association et la ville de Bourges? Parce que vous nous parlez de la ville de Bourges et du préjudice de la ville de Bourges, alors que vous représentez l'association. Est-ce qu'il y a un lien particulier entre cette association et la ville de Bourges? Bien sûr, nous avons rendu visite au vrai président de l'association qui nous a dit qu'en cas de pollution dans les marais, c'est la ville de Bourges qui prend en charge les frais de dépollution dans les marais. Ainsi, toute la somme que je vous ai transmise via des devis sont répercutées sur le budget de la municipalité. Oui, moi j'ai juste une interrogation pour l'équipe de défense de M. Mouchefrin. Est-ce que vous pourriez revenir sur l'argumentation que vous avez souhaité développer concernant la poursuite du fait de faux et usage de faux? Oui, que souhaitez-vous comme précision? Mais justement, j'avoue ne pas avoir, dans votre déclaration, dans votre plaidoirie, bien saisi quelle était votre position de défense à l'égard de cette infraction-là. Bien sûr. Alors notre position est simple. Afin de qualifier un faux usage de faux, il faut nécessairement un préjudice, comme l'a précisé le parquet, qui nous a joliment cité l'article. Nous restons sur notre position qu'en cas de défaut de lien de causalité entre le décès de Mme Pierrepont, l'accusation de pollution et le faux usage de faux, il n'y a pas lieu de retenir un quelconque préjudice. Sans préjudice, il ne peut pas y avoir d'infraction de faux usage de faux. Les universitaires, pas de questions? Si je peux demander au groupe qui a défendu M. Vega, on ne vous a pas entendu beaucoup parler, ou alors c'est parce que j'étais très fatigué, de son trajet. Parce qu'apparemment, il a quand même fait un trajet qui n'était pas du tout légal. Alors, merci pour votre question. Il faut savoir que M. Vega avait pour habitude d'emprunter ce chemin quand il faisait son travail. Donc, étant donné que son employeur ne lui a pas fait part de la dangerosité de ce qu'il transportait,
il a jugé utile de prendre ce chemin qu'il prenait tous les jours. Mais ce sont des voies qui sont interdites à la circulation des poids lourds. Hein. Comme l'a précisé ma consoeur, c'est son chemin habituel parce qu'il n'était pas habilité au transport à risque, donc sur des camions qui sont différents pour le transport de fret. Donc il a emprunté tout simplement son chemin habituel pour aller chercher son repas dans une supérette comme tous les jours, étant donné qu'il n'était pas au courant du changement concernant le transport qu'il effectue. Vous avez quelque chose à répondre à ça pour le ministère public? Il m'a semblé voir dans le dossier qu'il y a quand même des voies qui pouvaient prendre un vélo pour aller à la supérette, mais qui sont interdites aux atterrisseuses. C'est pas forcément. Est-ce que, moi j'avais une question générale, est-ce que les pièces qui ont été déposées ont été soumises à vos contradicteurs? Oui. Est-ce que toutes les parties ont bien eu connaissance de l'ensemble des pièces qui ont été débattues Donc le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Voilà. J'ai pas eu une petite question à poser pour bien comprendre la position à propos de M. Mouchefrin. Vous avez quand même pas mal insisté sur le fait que sa société connaissait des difficultés et on a quand même l'impression que tout ça l'a amené à faire quelque chose qui était, oui, limite. Voilà. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est bien ça qui s'est passé? Parce que finalement, on peut quand même se dire que c'est pas ça qui va. Vous voyez bien, on peut être dans une difficulté financière, ça ne va pas vous autoriser. Non, il y a des infractions. Je voudrais comprendre exactement la position de la défense. Il est vrai que le document n'a pas été formalisé comme il aurait pu l'être. Ouais. Mais les infractions ne peuvent pas être qualifiées s'il y a une absence de quelconque préjudice. Sur ce fondement de l'article 441-1 du Code pénal. C'est déjà pour les choses, mais c'est du droit, ça. Ça veut dire si on fait un faux et qu'on ne fait de mal à personne, au fond, on a le droit. Ça montre la perspective. C'est pas un appel à la falsification. Et vous avez tout à fait raison. Mais sur ce fondement-là, ce ne serait pas l'article 441-1, mais l'article 441-7. Comme nous avons demandé, subsidiairement une requalification. Dans ce cas-là, il n'y a pas la nécessité d'un préjudice, mais il suffit uniquement de recourir à un faux document pour qu'il y ait justement faux usage de faux sur ce fondement. Le parquet n'a pas retenu cette action. Ah oui. Bon, dommage. Très bien, mais écoutez, je crois que nous allons nous retirer pour la délibération.